Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La ville de Sipopo a abrité ce lundi la deuxième édition du prix UNESCO Guinée équatoriale. L'occasion de lancer un appel à la synergie afin de faire face aux nombreux défis du continent. Et au centre de ces défis, justement, figure en priorité l'épidémie d'Ebola. Les dirigeants africains appellent à la mobilisation générale pour enrayer la propagation du virus. Et puis, en Mauritanie, le repos hebdomadaire s'alignera sur l'international à compter d'octobre prochain. Une décision du Conseil des ministres diversement accueillie par la population. Le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche scientifique délivré ce lundi à Sipopo a été l'occasion d'une prise de conscience continentale. Politique et scientifique s'accordent pour dire que l'Afrique doit travailler ensemble pour mettre fin au drame sanitaire qui touche certains pays. Explication avec Guillaume Durand. Trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est l'appel lancé par le chef de l'État guinéen Alpha Condé à l'occasion du prix UNESCO Guinée équatoriale délivré ce lundi 15 septembre à Malabo. Le président guinéen a notamment appelé l'ensemble des citoyens africains à lutter conjointement contre l'épidémie d'Ebola. Nous devons mobiliser l'Afrique et les Africains dans la lutte contre l'Ebola par des initiatives concrètes, notamment mobiliser des fonds à travers des initiatives concrètes qui permettent aux Africains qui vivent en Afrique et ailleurs de participer concrètement en récoltant à travers les réseaux sociaux et les appels téléphoniques, comme le font des ONG en Europe, par exemple. Si chacun donne à travers ce type de médicaments 1 euro, c'est des centaines de millions qui sont récoltés et cela permet à tout le monde de participer. Le président guinéen Alpha Condé a également appelé l'Afrique à renforcer les campagnes de sensibilisation et les mesures de protection face au virus Ebola. Déclarer la guerre à Ebola, c'est aussi mettre en place des mesures de moyens exceptionnels pour combattre ces fléaux. Mais nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Après le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en République démocratique du Congo. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà causé le décès de 2400 personnes. Et en marge de la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale, un panel était réuni ce lundi à Sipopo pour plancher sur les voies et moyens de freiner l'avancée du virus Ebola. Reportage de notre correspondant sur place, Serge Kofi. Intensification de la mobilisation dans la lutte contre Ebola. En marge de la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale sur la recherche des sciences de la vie, ce lundi à Malabo, les chefs d'État présents au panel de discussion ont unanimement appelé à un réveil de tous afin de rattraper le temps perdu et de freiner l'avancée de la maladie. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, le gros du combat contre Ebola est financier. Il faudra pour venir à bout de cette maladie équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Liant la parole aux actes, le chef de l'État équato-guinéen a annoncé une contribution de son pays. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobilisar à la communauté internationale. Les panélistes présents sont unanimes. Il faut isoler le virus Ebola, pas l'Afrique et les Africains. La mesure visant à fermer les frontières ici et là ne sont de l'avis de tous pas de solution efficace. Il est donc clair qu'à Malabo, le continent compte rattraper le temps précieux perdu dans la lutte contre le virus. Quand le problème a été annoncé par l'OMS, nous avons pris des décisions opérationnelles qui étaient tout à fait importantes. Nous avons isolé notre pays, comme tout le monde, vis-à-vis de la panique, mais rapidement on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en voulant résoudre un problème, on a créé un autre problème. Tous les présidents ici présents se sont rendus compte que nous avons peut-être évité Ebola, mais nous avons créé une décroissance économique, peut-être même une récession dans certains pays. Donc je crois qu'il faut mutualiser les moyens. Il faut mutualiser les moyens, il faut encourager la recherche scientifique.
Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Dans l'actualité également, la MISCA passe le témoin à la MINUSCA. La mission de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique a commencé à se déployer officiellement ce lundi en remplacement de la mission africaine de maintien de la paix, une résolution attendue de longue date. La MINUSCA devrait compter à terme quelques 12 000 hommes et aura pour mission principale la protection des civils centrafricains et l'aide au désarmement. On écoute à ce propos Jean-François Okandikombe, éditorialiste. Il faut d'abord observer que c'est la énième mission des Nations Unies, puisque même les forces africaines de la MISCA étaient placées sous mandat des Nations Unies avec une résolution du Conseil de sécurité. Donc c'est la énième mission militaire sous mandat des Nations Unies qui arrive en Centrafrique. Et ce mandat, en tout cas cette mission, si les choses restent en l'état, ne changera rien à la situation sécuritaire en Centrafrique. En tout cas, si la mission est essentiellement cantonnée à Bangui et autour de Bangui, le pays est vaste. Et précisément, les exactions, les échanges de tirs, les combats se déroulent en dehors de Bangui pour l'essentiel. Il est vrai que le Conseil de sécurité a fait une déclaration hier indiquant que la mission de la MINUSCA était de se déployer très très rapidement sur l'ensemble du territoire, à la fois ses éléments civils et ses éléments militaires. Donc si ce déploiement a lieu et très rapidement, cela changera peut-être la donne. Et une cérémonie solennelle pour le transfert d'autorité entre les deux forces s'est tenue ce lundi à la base de l'aéroport de Bangui. Une cérémonie à laquelle le vice-président équato-guinéen Théodorine Obiangema Mangué a pris part. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Théodorine Nguema-Obiang-Mangué à la rencontre de la présidente centrafricaine Catherine Saba-Panza. Une visite pour assister au retrait des troupes équato-guinéennes engagées dans la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Environ 300 militaires ont été mobilisés en soutien à la Centrafrique, pays confronté à une crise politique. Un soutien traditionnel au pays qui met en avant la solidarité de la Guinée équatoriale envers les nations sœurs africaines. Nous avions envoyé un contingent militaire pour venir aider avec les autres troupes, les autres effectifs de la sous-région pour remplir la mission de maintien de la paix ici en Centrafrique. Cette mission est arrivée à terme. Ce n'est pas la première fois que la Guinée équatoriale envoie ses effectifs ici en Centrafrique. Au niveau de la Guinée équatoriale, nous avons réussi notre mission. La MISCA a quitté ce lundi 15 septembre la Centrafrique pour se muer en une force plus grande sous le mandat des Nations Unies et devient la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Une force qui pourra couvrir ce grand pays et participer au retour à la paix. Théodorine Nguema-Obiang-Mangué affirme ici la disponibilité de son pays à participer à cet effort pour le retour à la stabilité en Centrafrique. Alors ce transfert d'autorité, nous pensons que c'est une décision collective, comme tout se passe entre les États. C'est pas, nous faisons partie d'un collectif des pays. Donc quand une décision est prise, on ne fait que la respecter. Et nous, on sera toujours là pour donner notre appui, notre participation s'il faut à n'importe quelle éventuelle nécessité des forces guinéennes. Les troupes équato-guinéennes ont quitté la Centrafrique ce lundi. Maintenant, place à la MINUSCA qui devra désarmer les forces rebelles en présence et aider au retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce faire, la MINUSCA aura besoin de la coopération de tous les Centrafricains. Dès le 1er octobre prochain, les jours de repos hebdomadaires en Mauritanie ne seront plus vendredi et samedi, mais samedi et dimanche, comme dans la majorité des pays de la planète. Une décision du Conseil des ministres qui devrait permettre de réajuster économiquement le pays. Reportage de notre correspondant sur place, Franck Nodofina.
Modification des jours et horaires de travail en Mauritanie. Le dernier Conseil des ministres a consacré le passage officiel du pays au rythme du congé hebdomadaire international. Les jours du week-end ne sont donc plus vendredi et samedi, mais samedi et dimanche. Le décret du gouvernement a introduit une répartition du temps de travail qui se traduit par 4 journées de 9 heures, du lundi au jeudi de 8h à 17h et vendredi de 8h à 12h à compter du 1er octobre prochain. Les week-ends étaient consacrés au jour du jeudi à vendredi dans un premier temps. Cela fut changé il y a de cela quelques dizaines d'années, et en vendredi, samedi. Par la suite, les Mauritaniens étaient revenus sur cette décision en 2005 en instituant de week-end dominical, notamment samedi, dimanche. Après le coup d'État de 2005, l'opinion mauritanienne pro-islamiste avait mis la pression sur le pouvoir en place pour ramener le week-end au vendredi et samedi. 9 ans plus tard, le décret pris par le dernier Conseil des ministres ramenant le week-end au samedi et dimanche ne fait pas l'unanimité. Les principaux détracteurs de cette décision sont les leaders religieux et les syndicats des travailleurs. Cette décision vient en contradiction et aussi en violation de la loi, puisque la durée hebdomadaire est de 40 heures par semaine et 8 heures par jour, alors que le nouveau décret institué fait de cette journée 9 heures de temps d'affilée. Il n'y a pas que les détracteurs du décret pris par le gouvernement. Dans les secteurs financiers, économiques et commerciaux, la décision gouvernementale fait des heureux. Elle va permettre justement à la Mauritanie de gagner 20% de temps de transaction à l'international. Si l'on se réfère par exemple au volume de transactions entre la Mauritanie et l'international, on se rend compte qu'un tel gain de 20% pourrait avoir des répercussions positives sur la croissance économique. Le transfert du week-end au samedi-dimanche est, selon certains analystes, le résultat des recherches économiques et d'études mises en place pour éviter des pertes considérables à la Mauritanie sur le plan économique et diplomatique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.